Les capteurs, c'est un peu les yeux, les oreilles et même le toucher de notre monde numérique. Ils mesurent la température, la pression, une position, mais les signaux qu'ils nous envoient à l'état brut, ce sont souvent des murmures, presque inaudibles. Alors aujourd'hui, on va voir comment on transforme ces murmures en conversations claires et parfaitement exploitables. Prenez ces capteurs par exemple. Leur travail est simple, détecter la présence d'un écrou. C'est un oui ou un non tout bête. Mais l'information qu'ils envoient, ce n'est qu'un minuscule signal électrique. Comment est-ce qu'on fait pour que la machine, elle, comprenne ce que ce signal signifie vraiment? C'est là toute la question. D'un côté, on a un phénomène physique bien réel, de l'autre, un système numérique qui, lui, a besoin de données précises, de chiffres, et entre les deux, il y a une étape absolument essentielle, une sorte de traduction pour que ce faible signal électrique devienne une information qu'on peut utiliser, analyser et sur laquelle on peut prendre une décision. Avant de parler des solutions, il faut vraiment bien poser le problème. Parce qu'un signal qui sort tout droit d'un capteur, il est rarement prêt à l'emploi. Il est brut de décoffrage, il est faible et très souvent, il est plein de parasites. Tout part de ce qu'on appelle le mesurand. C'est juste le mot un peu technique pour désigner ce qu'on cherche à mesurer dans le monde réel. Une température, une force, un déplacement. Le capteur, lui, est spécifiquement conçu pour réagir à cette grandeur physique, et rien d'autre. Et voici l'exemple parfait qui illustre ce défi. Une jauge de déformation. Quand on étire l'objet sur lequel elle est collée, la résistance de sa petite piste métallique change. Mais attention, cette variation, ce fameux delta R, est absolument minuscule. Je veux dire vraiment infime. C'est un signal tellement faible que si on essayait de le lire comme ça directement, il serait complètement noyé dans le bruit électrique ambiant. Et c'est là que le conditionnement de signal entre en jeu. C'est lui, le traducteur, l'amplificateur, le nettoyeur. C'est un peu le héros méconnu de toute la chaîne de mesure, celui qui rend la lecture du capteur à la fois possible et fiable. Pour bien piger comment fonctionne le conditionnement, il faut savoir qu'en gros, il y a deux grandes familles de capteurs. D'un côté, on a les capteurs actifs. Eux, ils sont autonomes. Ils génèrent leur propre petit signal, que ce soit une tension, un courant ou une charge électrique. Et de l'autre côté, on a les capteurs passifs, comme notre jauge. Eux, ils ne génèrent rien du tout. Ils se contentent de modifier une de leurs propriétés, leur résistance, leur inductance ou leur capacité. Ils ont donc besoin d'une source d'énergie extérieure pour qu'on puisse les lire. Allez, on plonge dans la première famille, les capteurs actifs. Ceux qui donc créent leur propre signal, un peu comme des mini-générateurs. Le principal souci avec un capteur qui fournit une tension, c'est ce qu'on appelle l'adaptation d'impédance. Regardez le schéma. ZC, c'est la résistance interne du capteur. Et ZI, c'est celle de notre circuit de mesure. Le truc, c'est que si ZI n'est pas beaucoup, mais alors beaucoup plus grande que ZC, le simple fait de brancher notre appareil va tirer sur le signal, faire chuter la tension du capteur et donc fausser complètement la mesure. On ne lira pas la vraie valeur. L'analogie est parfaite. L'acte même de mesurer perturbe ce qu'on mesure. C'est comme si pour connaître la pression d'un pneu, on était obligé de le dégonfler un peu. Ce qu'on veut connaître, c'est la tension que le capteur produit naturellement, pas la tension qu'il produit une fois que notre circuit est branché dessus. Et heureusement, il y a des solutions. À gauche, on a le montage suiveur. Son super pouvoir, c'est d'avoir une impédance d'entrée quasi infinie. Il ne tire donc aucun courant du capteur et se contente de recopier la tension fidèlement. Il agit comme un bouclier protecteur. À droite, on va un cran plus loin, on ajoute de l'amplification. On a non seulement le bouclier, mais en plus, on augmente le volume du signal pour qu'il soit bien plus fort et plus facile à traiter par la suite. Il y a aussi des capteurs actifs, comme les capteurs piézoélectriques, qui génèrent des charges électriques. Pour eux, on utilise un montage très spécifique, un convertisseur charge-tension. Son boulot, c'est d'accumuler les charges que le capteur envoie dans un condensateur et de produire en sortie une tension qui est pile proportionnelle à la charge accumulée. C'est encore une autre forme de traduction. Allez, on change de catégorie et on passe maintenant à la deuxième grande famille, les capteurs passifs. On se souvient, ce sont ceux qui ne génèrent rien par eux-mêmes, ils ne font que modifier un signal qu'on leur envoie. Le principe fondamental, il est là. Pour faire parler un capteur passif, il faut d'abord l'alimenter. C'est ce qu'on appelle la polarisation. Pour un capteur résistif, on lui envoie un courant ou une tension et on regarde comment sa variation de résistance va modifier le signal. Pour les capteurs capacitifs ou inductifs, l'astuce est souvent de les intégrer dans un circuit oscillant. Leur variation de capacité ou d'inductance va alors changer la fréquence de l'oscillation et c'est cette fréquence qu'on va mesurer. C'est une technique super maligne. Et voici le montage de base pour un capteur résistif, le fameux diviseur de tension. On place le capteur, notre résistance variable RC, en série avec une résistance fixe qu'on connaît bien. En appliquant une tension à O2, la tension VM à la sortie va changer en fonction de RC. Et voilà, on a réussi à transformer une variation de résistance en une variation de tension. Et ça, on sait déjà comment le traiter.
Mais attention, cette simplicité a un coût. La relation entre la résistance et la tension de sortie n'est pas une belle ligne droite, c'est une courbe. Ça veut dire que si la déformation double, la tension, elle, ne va pas forcément doubler. Pour des mesures vraiment précises, on utilise donc une configuration bien plus élégante, le pont de Wheatstone. Ce montage à 4 résistances permet non seulement d'obtenir une sortie beaucoup plus linéaire, mais aussi de rejeter les perturbations. Qu'on obtient un signal propre, robuste, prêt à être numérisé et utilisé par un ordinateur. Le conditionnement est vraiment le pont indispensable entre le monde physique et le monde numérique. Et pour finir, une question pour l'avenir. On voit arriver de plus en plus de capteurs intelligents qui intègrent directement toute l'électronique de conditionnement et même un microprocesseur dans leur propre boîtier. La question qu'on peut se poser est donc la suivante. Cette étape de conditionnement, aujourd'hui bien distincte, ne finira-t-elle pas par devenir totalement invisible, complètement absorbée à l'intérieur du capteur ? La fonction, elle, restera toujours essentielle, mais sa forme est clairement en pleine évolution.